À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare les séances de commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouvertes. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 2, loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplaçants? Oui, Monsieur le Président. Mme Zaga-Mendez-Verdun est remplacée par M. Boisy. Maurice Richard. Ce matin, nous entendrons la Fédération canadienne des contribuables et M. Jean-François Blain. Je souhaite donc la bienvenue aux représentants de la Fédération canadienne des contribuables. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à me présenter. Mon nom est Nicolas Gagnon et je suis le directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. La FCC est un organisme citoyen à but non lucratif et non partisan qui milite aux quatre coins du Canada depuis 1990 pour obtenir des baisses d'impôts, moins de gaspillage de l'argent des contribuables et un gouvernement plus responsable. Au nom de nos dizaines de milliers de sympathisants du Québec, mais aussi de l'ensemble des contribuables québécois, je vous remercie de nous offrir l'opportunité de venir commenter le projet de loi 2 qui vise notamment à plafonner le taux d'indexation des prix domestiques de distribution d'Hydro-Québec. D'emblée, j'aimerais commencer en disant que notre organisation est favorable au projet de loi numéro 2. Les contribuables québécois font face à des turbulences économiques sans précédent entre les hausses de taxes foncières, l'explosion du coût du panier d'épicerie ou les multiples hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. La dernière des choses dont les Québécois ont besoin sont des hausses démesurées de leurs factures d'électricité. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des contribuables que des modifications soient apportées dans les plus brefs délais au mécanisme d'établissement des tarifs d'Hydro-Québec afin de corriger les failles du projet de loi 34 déposé à l'automne 2019. À l'origine, notre organisation s'était positionnée en faveur du projet de loi 34 parce que celui-ci incluait des dispositions permettant la redistribution de près de 1,6 milliard des trop perçus d'Hydro-Québec à ses clients, en plus de limiter la hausse des tarifs en fonction de l'indice des prix à la consommation. Notre position en faveur de cette précédente pièce législative s'explique par le fait que l'évolution des tarifs domestiques en 2004 et 2019 montrait qu'ils avaient augmenté à un rythme plus élevé que l'IPC québécois. Il a également été observé que la croissance des tarifs d'Hydro-Québec au courant des 50 dernières années a généralement suivi celle de l'IPC. Or, c'est pour cette raison que nous considérions que cette modification tarifaire était dans l'intérêt des contribuables. Malheureusement, il n'était pas possible de prévoir, au moment de déposer le projet de loi 34, qu'une pandémie bouleverserait le monde quelques mois plus tard, ni que l'inflation au Québec grimperait à des sommets inégalés en 40 ans. Sans modification au mécanisme tarifaire, les factures d'électricité grimperont le 1er avril prochain de 6,4 %, soit une hausse record. Tout bien considéré, force est de reconnaître que l'indexation des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec à l'IPC aurait dû être mieux balisée. Il s'agit en fait de la faille la plus importante du projet de loi 34. Bien que le nouveau mécanisme des tarifs soit appréciable, une correction est urgente. Notre compréhension est que le projet de loi étudié aujourd'hui apporte les correctifs pour y remédier en plafonnant les tarifs d'Hydro-Québec au taux supérieur de la fourchette de maîtrise de l'inflation par la Banque du Canada, ou 3 %. Autrement dit, si l'IPC observé au courant de l'année précédente est supérieur à 3 %, la hausse des tarifs ne pourra pas dépasser le seuil établi. Si l'IPC est inférieur à 3 %, la croissance des tarifs sera automatiquement indexée. Ce faisant, nous croyons que le gouvernement s'engage dans la bonne direction pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, cette modification permet d'ajouter la balise manquante à un mécanisme qui doit renforcer la prévisibilité et l'abordabilité des tarifs pour l'ensemble des clients domestiques d'Hydro-Québec. D'autre part, il est clair que le plafonnement des tarifs pour l'année en cours permettrait de réduire considérablement les prix par rapport à la hausse projetée. Dans le mémoire déposé auprès de ce comité, dont une seconde version corrigée suivra, nous avons calculé l'évolution des tarifs D, DP, DM, DT en fonction de la variation tarifaire attendue si l'indexation était maintenue à l'IPC comme le prévoit le projet de loi 34 versus si la variation était plafonnée à 3 % comme le prévoit le projet de loi 2. Après calcul, l'impact d'une variation de 6,4 % représente plus du double des charges tarifaires additionnelles pour les factures d'électricité domestique calculées en 2022. Depuis, il n'est pas sans rappeler que la Banque du Canada garde toujours sur le cap pour un retour à sa cible de croissance de l'inflation à 2 % pour 2024. Dans le cas où la Banque échouerait dans ses prédictions, le plafonnement des tarifs permettrait aux Québécois d'assumer une croissance des tarifs d'électricité inférieure à l'inflation. À titre de recommandation additionnelle, nous invitons le gouvernement du Québec à inclure les petites et moyennes entreprises du Québec dans le projet de loi 2 afin que celles-ci puissent également profiter d'une hausse des tarifs d'électricité limitée à un maximum de 3 %. Si la loi 2 se veut être une mesure déflationniste ou qui limite l'inflation, il est clair que la hausse des tarifs dont écoperont les PME québécoises ne fera qu'augmenter les charges des entreprises et de facto les prix payés par leur clientèle. Il est estimé par certains organismes, dont la FCEI,
que la hausse des tarifs coûtera près de 250 millions aux PME. Alors que le gouvernement du Québec tente d'éliminer les écarts de richesse avec les autres provinces et de ralentir l'inflation, il serait contre-productif que d'affliger les entreprises québécoises avec des hausses de tarifs insoutenables. Un plafonnement des tarifs pour les entreprises, ne serait-ce que temporaire, serait bien accueilli par l'ensemble des contribuables. Pour conclure, notre organisation est présente devant ce comité aujourd'hui afin d'appuyer les modifications apportées par le projet de loi 2 en ce qui a trait au plafonnement des tarifs domestiques d'Hydro-Québec. Nous espérons que la pièce législative sera adoptée dans les plus brefs délais afin d'éviter une hausse record des factures d'électricité aux contribuables québécois le 1er avril prochain. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange avec M. le ministre. Vous avez 16 minutes, 30 secondes. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Juste une question pour les PME, j'aimerais vous entendre. Ne pensez-vous pas que si on était pour réduire l'augmentation aux PME, qui déjà bénéficient d'un taux très avantageux quand on compare aux autres provinces ou même aux États-Unis, qu'on n'impose pas ce fardeau-là aux particuliers? Alors, j'aimerais que vous entendre sur l'aspect compétitif des entreprises, considérant encore une fois que le taux qu'ils payent présentement est très avantageux par rapport à d'autres juridictions. Merci, M. le ministre. En fait, je suis d'accord avec vous que les PME au Québec paient effectivement un tarif avantageux si on les compare avec d'autres régions comme telles, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est aussi l'un des PME parmi les plus taxés en Amérique du Nord et d'ajouter une hausse de tarifs par-dessus la hausse des coûts auxquels ils font déjà affaire avec l'inflation, donc d'augmenter leur tarif d'électricité de 6,4 à un moment où est-ce qu'ils s'attendaient plutôt à être inclus dans le projet de loi 2, comme c'était initialement le cas. Bien, en fait, je ne suis pas sûr que ça aiderait leur situation dans ce cas-ci. Merci. Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions du côté de la partie gouvernementale? Non? C'est beau. Bon, alors, je vais passer immédiatement au député de Jacques Cartier pour un temps de 12 minutes 23 secondes. Merci, M. le Président. Selon votre avis, est-ce qu'il y a toujours des trop perçus avec ce projet de loi? Bien, pour l'instant, merci beaucoup pour votre question. En fait, de ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait jusqu'à 125 millions de dollars qui pourraient être cumulés par Hydro-Québec, entre autres, en bonne partie grâce à l'inflation, et qui devraient être redistribués aux consommateurs québécois. Malheureusement, on n'a pas réalisé que c'était discuté dans le projet de loi 2. Par contre, on sait que c'était le cas dans le projet de loi 34. On a remarqué qu'au coin du projet de loi 34, il y a une partie du montant qui avait été déposé sous forme de crédit, puis que l'autre, le 1 milliard supplémentaire, avait plutôt été versé sous forme de gel tarifaire en 2020, qui s'échelonnerait sur 5 ans, qui donnerait une économie d'1 milliard. On espère que la prochaine fois qu'il y a des trop perçus seront cumulés par Hydro-Québec, ils seront versés directement aux consommateurs québécois. Parfait, merci beaucoup. Je veux aussi juste entendre, dans votre mémoire, vous parlez un petit peu aussi de la question de la sobriété énergétique et un petit peu la pression qui est mise sur le dos des Québécois. Juste selon vous, c'est quoi la meilleure façon que peut-être Hydro-Québec peut aider des gens à faire cette transition énergétique eux-mêmes et décarboniser sans être obligé de toujours payer plus? Merci beaucoup pour votre question. En fait, tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que oui, la sobriété énergétique, c'est facile d'en parler pour les consommateurs, mais on dirait qu'une des institutions qui devrait plutôt se lancer dans cette forme de sobriété, c'est peut-être même Hydro-Québec elle-même. Il y avait des études qui ont été, entre autres, publiées par l'étude sur la rémunération globale des employés d'Hydro-Québec en 2021 démontrait qu'ils étaient jusqu'à 20 mieux payés que leurs équivalents dans le même marché, donc à la Ville de Montréal, Banque nationale ou Caisse de dépôt et placement. Donc, je veux dire, on a une institution qui s'est versée juste l'année dernière, en 2021, pas loin de 236 millions de dollars à ses hauts dirigeants et cadres en salaires et primes. C'est quand même hallucinant qu'on demande aux Québécois de faire preuve d'une sobriété énergétique alors qu'il n'y a pas de sobriété de la part de Hydro-Québec dans sa gestion des infrastructures. Puis, en même temps, les autres mécanismes qui visent la sobriété, dont ILO, la filiale ILO, c'est pas avéré non plus pour l'instant être un effort rentable tant pour les Québécois que pour Hydro-Québec. Donc, je pense que c'est plutôt Hydro-Québec qui devrait s'engager elle-même dans la sobriété avant de refiler cette pression aux consommateurs. Parfait. Puis, on a discuté ça hier avec plusieurs groupes, mais pour une personne, j'ai utilisé l'exemple de mes parents. Ils sont peut-être en train de changer les fenêtres chez eux. Ils ont eu quelqu'un qui est venu pour faire une évaluation. C'était environ 20 000 $ pour changer 12 fenêtres. C'est pas mal beaucoup, mais si on veut garder la chaleur à l'intérieur de la maison et pas juste de baisser le chauffage, ça prend des investissements de tout le monde pas mal importants, très importants. Alors,
on a eu le programme Rénov'Vert qui c'était un crédit d'impôt. Selon vous autres, encore, je sais que vous préférez un État qui est limité, les dépenses sont limitées, mais quand même, si on veut décarboniser notre société, le gouvernement doit être prêt pour aider des familles québécoises à faire cette transition. Alors, est-ce que vous êtes toujours en mode que les programmes qui existent marchent ou est-ce que le gouvernement doit élargir, peut-être revient avec le programme Rénov'Vert puis simplifier le processus pour les gens qui font des rénovations? Merci pour cette question-là. C'est une très bonne question. Je dirais qu'effectivement, de rendre disponibles les programmes les plus abordables que possible pour permettre cette transition-là d'une initiative individuelle de la part des consommateurs, je pense que c'est mieux que de leur imposer à travers des hausses de tarifs. Donc, je vais définitivement dans le sens des différents groupes qui se sont positionnés en faveur de ce genre d'initiative-là. Par contre, vous parlez de réinvestissement par exemple, dans la propriété pour changer les fenêtres et tout ça. Je veux dire, les Québécois viennent de voir leur taxe foncière augmenter, ils viennent de voir leur charge hypothécaire presque doubler. Là, ils vont voir peut-être leur taux espérons que le projet de loi 2 passera, mais sinon, les tarifs d'électricité vont aussi augmenter. C'est de l'argent que les gens n'ont pas pour investir dans leur propre maison puis faire des choix plus éco-énergétiques. Parfait, merci beaucoup. Hier, on a aussi eu des discussions avec Hydro-Québec puis avec des différents groupes que pour l'avenir, pour la suite des choses, oui, on a ce projet de loi ici qui garde le tarif jusqu'à 3 %, mais quand même, chaque fois qu'Hydro-Québec va ajouter des projets, des approvisionnements, ça va probablement mettre de pression sur tous les clients d'Hydro-Québec d'être obligés peut-être de payer plus. Alors, est-ce que vous avez des suggestions pour le gouvernement, des mises en garde, que dans ce processus d'ajouter, c'est nécessaire d'ajouter plus d'énergie en termes de notre portfolio, mais comment on peut mieux faire ça pour s'assurer que les coûts demeurent le plus bas pour les Québécois? Déjà, je pense que dans l'optique actuelle, le plafonnement serait la meilleure des solutions pour s'assurer que les tarifs restent le plus abordables que possible. Dans une autre optique, si on veut qu'Hydro-Québec dégage des économies et soit en mesure d'être plus efficiente et efficace, je pense que de les forcer à suivre un rythme d'inflation, un plafonnement à 3 %, ça serait plus approprié pour eux parce que ça les force justement à prévoir leurs effectifs en conséquence et donc à prévoir leurs choix et leurs investissements qui vont suivre. Dans l'autre partie, il avait été recommandé, entre autres, par le groupe Optimum, Actuaires et Conseils, devant la Régie de l'énergie, que 10 % de la rémunération globale de la société d'État soit coupée. Je pense qu'il y a donc vraiment il y a du jeu pour qu'Hydro-Québec soit en mesure, de se baser sur le mécanisme actuel pour être plus prévisible dans ses investissements et dans ses dépenses. Et de l'autre côté, soit en mesure de faire les réformes internes nécessaires pour les dégager des économies d'échelle et être en mesure de réinvestir cet argent-là dans les infrastructures qui vont lui permettre d'offrir plus d'électricité pour les Québécois. Parfait. Alors, pour vous autres, garder un plafond sur les tarifs est toujours la meilleure stratégie. Alors, dans 10 ans, peut-être, ça va être nécessaire, ou quand même 5 ou 3, ça va être nécessaire pour nous de revenir ici, puis pour les députés, de fixer les tarifs dans un projet de loi. C'est pas mieux d'avoir une régie qui existe, qui est indépendante de fixer les tarifs et peut-être de mettre tous ces prix sur une longue date, dépenser un petit peu ça sur une période de 5 ans. C'est une bonne question, mais en fait, la réalité, c'est que quand on est venu ici en 2019, c'est justement avec le projet de loi 34 pour s'assurer à ce que l'ancien mécanisme soit remplacé par un nouveau qui suive beaucoup plus la courbe de l'inflation. Comme je l'avais dit, on a remarqué à plusieurs reprises que l'inflation, tant au cours des 50 dernières années, qu'elle était similaire à l'évolution des prix d'Hydro-Québec, mais aussi au courant des 15 dernières années où est-ce que l'augmentation des tarifs était généralement supérieure à celle de l'inflation. Donc, là, malheureusement, on doit revenir avec un projet de loi 2 parce que le monde a complètement changé depuis 2019. Est-ce que le monde va changer d'ici 10 ans? J'espère que non, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Par contre, on est persuadé qu'en observant les demi-siècles de données qu'on a, plus les résultats, je veux dire, les 15 dernières années, on est capable de considérer que plafonner serait vraiment la meilleure solution pour l'ensemble des consommateurs. Et Hydro-Québec va pouvoir suivre ça comme étant vraiment un indicatif sur la marche à suivre pour ses investissements comme ses dépenses. Merci. Je sais qu'hier, dans ses remarques préliminaires, le ministre a dit que ce n'était pas possible nécessairement de prévoir qu'est-ce qui arrivait depuis 2019, sauf que l'histoire est toujours capable de faire une prédiction comme ça. Puis on a vu une période dans les années 70 où on a eu une augmentation de l'inflation à cause des crises mondiales.
Puis oui, Monsieur le ministre, il y a une députée au minimum qui a présenté ça en commission, et c'était moi, qui a dit qu'est-ce qui arrive s'il y a une crise mondiale, une guerre, quelque chose comme ça. Alors c'est pourquoi c'était pas une bonne idée de fixer ça, fixer les tarifs à l'inflation, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Mais bref, je comprends votre argument. Aussi, je veux juste avoir vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que Québec doit ajouter à sa portfolio de la gaz naturel? Est-ce que ça, c'est quelque chose que votre association pense est bonne pour le Québec? Pour l'instant, aujourd'hui, on est vraiment juste présent pour la loi 2 et pour s'assurer que le plafonnement des tarifs soit appliqué dans les plus brefs délais. Pour venir à votre commentaire précédent, effectivement, nous, aujourd'hui, je pense que la loi 2, ce qu'elle vient réellement faire, c'est que la loi 34 était initialement bonne. C'est juste qu'il manquait la balise nécessaire pour plafonner les tarifs, pour éviter de faire face à l'imprévisible. Maintenant, pour la question du gaz naturel, je pense que c'est une question qui est beaucoup plus d'ordre général. C'est un débat de société qui semble être loin derrière nous, de ce que je comprends, parce que ça a déjà été banni par le projet de loi 21 qui a été déposé l'an dernier par le gouvernement. Donc, je pense qu'on est mieux de rester sur la discussion de l'hydroélectricité. Alors, votre association est d'accord que c'est nécessaire d'avoir un vrai débat national et une consultation, peut-être une commission qui peut aller dans toutes les régions du Québec, d'avoir une vraie consultation sur l'avenir de notre énergie? Je suis d'accord à ce qu'on ouvre une discussion très large sur l'énergie, c'est effectivement ça. Je me suis moi-même positionné auparavant en faveur du gaz naturel, tant dans ce poste-ci que dans d'autres organisations. Bien sûr, comme je dis, on est là pour le projet de loi 2 qui parle nullement du gaz naturel, mais à moyen et long terme, je serais très intéressé à ce qu'on ait une discussion élargie pour que tout l'ensemble de la population puisse participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. On va passer maintenant la parole au député de Maurice Richard. Cependant, il reste à peu près 2 minutes 30 secondes qu'on va ajouter à votre temps, si vous le voulez bien. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. D'abord, une question simple. Dans votre mémoire, vous parlez même de la possibilité de geler les tarifs d'hydroélectricité. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça serait une meilleure proposition à ce stade-ci? En fait, la proposition d'un gel, merci pour votre question, mais la proposition d'un gel vient vraiment de manière comme additionnelle dans l'ensemble des recommandations qu'on fait. On comprend que la priorité pour nous, c'est vraiment le plafonnement des tarifs. Donc, le gel est plutôt une option qu'on laisse au gouvernement s'il veut vraiment s'assurer à ce que les tarifs évoluent vraiment, soit le plus que, en fait, que l'impact de l'évolution des tarifs soit le moindre possible sur le dos des contribuables. C'est aussi qu'on a remarqué que Hydro-Québec, en fait, a été en mesure de dégager au troisième trimestre de 2022 pour loin de 862 millions de dollars en bénéfices nets. C'est une progression quand même de 414 millions par rapport à l'année précédente. Et on sait aussi qu'avec le gel tarifaire qui a été mis en place en 2020, ça a donné une économie approximative de 200 millions de dollars aux contribuables québécois, aux clients d'Hydro-Québec par année. Donc, en calculant ça, on s'est dit qu'il y aurait et considérant effectivement le contexte économique dans lequel on est, un gel tarifaire serait effectivement intéressant là, pour les Québécois. Et bien sûr, un réajustement serait possible à l'ensemble des tarifs quand la Régie du Québec, comme elle le fait maintenant tous les 5 ans, pourrait amener les modifications aux tarifs en 2025-2026. Je trouve vraiment intéressant, vous êtes le premier groupe qu'on rencontre, et puis j'ai rencontré plein de groupes aussi à l'extérieur de cette commission qui avaient appuyé l'idée de sortir donc les augmentations des tarifs du pouvoir de la régie de manière annuelle. Et c'est intéressant aussi que vous soyez le seul groupe pour l'instant qu'on rencontre qui nous parle de gaz naturel et qui clairement ne semble pas que la sobriété énergétique est une priorité pour le Québec. Je vous poserai une question d'abord. Quand vous dites contribuable, il y a qui dedans exactement? Tous les contribuables québécois. Puis, à titre correctif, nulle part, il me semble que dans le mémoire, je ne parle pas de gaz naturel. Non, mais vous venez d'en parler. Ouais. Oui, parce que à l'opposition, ils ont posé la question là-dessus, mais ici, je ne suis pas là pour parler de gaz naturel. De toute manière, c'est un enjeu qui
qui dépasse largement ce projet de loi-là. Mais non, la sobriété énergétique, on pense que ça reste important pour les Québécois. Mais est-ce que c'est indissociable d'un plafonnement des tarifs? Je ne pense pas. Est-ce qu'une sobriété énergétique passe nécessairement par le portefeuille des Québécois ou devrait plutôt passer par les méthodes de gestion d'Hydro-Québec? Je pense que ça devrait plutôt passer par la société d'État elle-même. Maintenant, pour la question que vous m'avez posée en ce qui a trait aux modifications qui ont été faites au mécanisme tarifaire en 2019, c'est une position qu'on ne regrette pas. Comme je dis, la seule chose qui manquait, c'était une balise claire qui plafonne les tarifs pour s'assurer à ce qu'ils n'augmentent jamais à un rythme trop élevé et qui donne place à des hausses tarifaires démesurées. Mais dans l'ensemble, on assume 100% des positions qui ont été prises auparavant et on s'assure aujourd'hui à ce que le tir soit corrigé et qu'à l'avenir, les tarifs évoluent à un rythme raisonnable. Excellent. Fait que, je veux dire, vous parlez, moi je vous écoute. Vous parlez que vous appuyez le gaz, moi je vous écoute. Vous avez aussi expliqué que il fallait commencer par les fonctionnaires, enfin les gens qui travaillent à Hydro-Québec. On parle de moins de 20 000 personnes, on est plus de 8 millions. Quelle sobriété vous pensez? Je veux dire, c'est quoi si on ne s'intéresse pas aux 19 000 personnes, on ne fait pas la sobriété? C'est ça que j'ai entendu, donc je suis contente que vous dites que la sobriété est en fait importante aussi. Fait que ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, par exemple, des maisons immenses ou des gens qui mettent des systèmes de chauffage à l'extérieur pour ne pas avoir à déneiger quand ils rentrent leur voiture, des choses comme ça, comment est-ce qu'on fait pour... est-ce que déjà ces personnes-là devraient faire de la sobriété? Qui devrait faire de la sobriété d'après vous? À part les gens qui travaillent à Hydro-Québec. C'est une bonne question, mais écoutez, je pense que quand on parle de sobriété, parce que je pense que le terme est très mal perçu dans la population, les gens ont vraiment l'impression qu'on va simplement leur serrer la ceinture davantage. Il faut que l'offre soit intéressante pour les consommateurs. Il ne faut pas qu'on leur parle simplement d'augmenter les tarifs et de leur forcer à payer plus cher tout en leur disant de consommer moins. C'est définitivement pas la piste de solution, puis j'ai l'impression que si donc, c'est quoi l'offre? Juste pour comprendre, qui doit faire la sobriété? Et si on l'a fait, est-ce qu'il y a des tarifs peut-être qui rentrent en compte et comment on s'y prend? Nous, on n'a pas pris le temps de calculer ça dans le contexte du projet de loi 2. C'est une bonne question, puis ça va me faire plaisir de revenir éventuellement pour répondre avec plus de détails à votre question là-dessus. Dans l'ensemble, c'est... Donc, je comprends que vous n'avez pas de réponse à ma question, mais je vous poserai donc la question différemment. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui vit dans un immense château et qui chauffe l'extérieur pour ne pas avoir à déneiger pour sa voiture devrait payer un peu plus cher son électricité ou devrait faire plus de sobriété que les autres, peut-être même plus que les gens qui travaillent à Hydro-Québec? Bien, en fait, c'est parce que je dirais que les personnes qui vivent justement dans un château et qui sont millionnaires, ces personnes-là ont amplement les moyens d'avoir à leur disposition des outils éco-énergétiques pour réduire leur coût de consommation, ce qui n'est pas à la disposition de monsieur, madame, tout le monde. Écoutez, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter à cette question-là. Comme je dis, on est vraiment ici pour plafonner les tarifs. La sobriété énergétique, c'est... Je suis d'accord avec vous, mais je veux juste être comprendre. Donc, pour vous, cette personne-là, je comprends qu'elle peut avoir effectivement une maison bien isolée. En général, c'est le cas. Le fait qu'elle chauffe l'extérieur de son garage pour être sûre de ne pas avoir à déneiger, est-ce que pour vous, c'est une utilisation plus importante de notre électricité que d'autres utilisations de notre électricité? Ce que j'essaye de comprendre, vous avez donné un exemple précis, vous avez l'air d'être très clair sur les gens qui travaillent à Hydro-Québec devraient commencer à faire de la sobriété. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui devraient commencer à faire de la sobriété? Par exemple, des gens qui gaspillent, d'après nous, par exemple, l'énergie en faisant ce genre de choses. Bien, c'est sûr qu'il y a des personnes qui gaspillent de l'énergie, payent le prix en conséquence. S'il y a une modulation des tarifs qui est éventuellement appliquée à ces gens-là, moi, je veux dire, on n'est pas là pour demander une augmentation des tarifs. On est là pour défendre les contribuables de tous les niveaux. En 10 secondes. Et on est là aussi pour s'assurer à ce que peu importe leur position économique ou sociale, ils ne voient pas leur charge augmenter. Mais je vous remercie pour les questions en termes de sobriété. Merci. Ça va me faire plaisir de les... Merci. Ouais. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je vous remercie de votre contribution aux travaux de cette commission. Je suspends maintenant les travaux quelques instants afin de permettre aux prochains témoins de prendre place. Merci beaucoup.